Et salut à tous, aujourd'hui nous sommes sur un nouveau concept de vidéo qui va s'appeler Frame by Frame, un petit compte rendu, un petit ressenti sur des films ou des séries ou même des séries animées que j'ai pu voir, qui m'ont donné en fait l'envie de vous parler un peu de mon ressenti d'un point de vue technique et d'un point de vue aussi artistique de ces œuvres qui sont sorties ou bien au cinéma ou bien qui sont sorties en streaming. Donc bien sûr tout ça c'est un point de vue très subjectif, c'est un point de vue qui est très intime, c'est moi qui pense que certains plans, certaines séquences, certaines scènes, certaines musiques, etc. donnent à penser certaines émotions, mais bien sûr, chacun a son propre ressenti et je peux comprendre tout à fait dans les commentaires qu'il y ait des personnes qui soient en désaccord avec moi par rapport à certains films, par rapport à certains sujets que je vais aborder dans ces vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui vient de sortir au cinéma, qui est sorti il y a 3 semaines en France, qui a fait plus de 1,2 million de spectateurs, ce qui est vraiment une réussite totale pour un film qui a fait un flop complet aux États-Unis, parce que c'est un film qui chie littéralement sur Hollywood et sur sa manière d'être. Ce film, je le nomme, c'est Babylone. Babylone de Damien Chazelle, sorti en 2022 aux États-Unis, sorti en 2023 ici en France. C'est un film qui dure 3h20. Franchement, quand je l'ai vu, m'a pas du tout donné l'impression d'être long. Le rythme est effréné, le rythme est incroyable, le montage c'est du maestro. Enfin franchement, le film, on le sent pas passer et le film est vraiment d'une puissance que j'avais pas vue depuis longtemps dans un film. Je vais faire une petite comparaison par rapport à son dernier film qui est La La Land, qui pour moi, ne m'a pas autant intéressé que les premières minutes de son nouveau film Babylone. Parce que là, vraiment, on a toute cette frénésie, on a toute cette énergie autour de ces personnages, autour de ces acteurs, autour de cette orgie énorme au début du film, où tu te dis, ça ne s'arrête jamais, tu te dis, mais quand est-ce que le titre va arriver, quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va s'arrêter à un moment dans le montage? Et vraiment, on voit pas le temps passer, et même j'avais l'impression que cette scène de début durait une demi-heure, 1 heure, tellement il y avait de choses qui se passaient à droite à gauche. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu, justement, de l'aspect technique de ce film Babylone, qui pour moi est un petit chef-d'œuvre technique parce qu'ils ont fait des choses absolument dinguissimes que je retrouve pas souvent dans le cinéma ou même dans les séries, et qui là en fait ça donne vraiment plaisir parce que on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose de neuf, qu'ils ont voulu tester des mouvements de caméra, qu'ils ont testé en fait des manières de bouger, des manières de filmer, des manières de faire la mise au point, de vraiment en fait tout le décor faisait partie du vivant des scènes, du vivant en fait des personnages. Première scène complètement qui sort un peu de nulle part, on voit ce désert, on voit des plans très très larges, très statiques, où on découvre cet homme qui attend un camion, et on découvre petit à petit que ce camion en fait il doit transporter pas des chevaux mais il doit transporter un éléphant, et on a cette scène complètement dingue qui suit, qui est celle de le camion qui doit monter sur une grosse pente. Donc c'est des vieux camions de 1923-1926 qui sont, bon voilà, c'est pas des camions quand même d'embrayage qui sont très forts quoi, et il doit monter toute une pente et il y a une autre voiture devant qui la pousse mais ils arrivent pas. Les deux personnes qui sont à l'avant, ils vont descendre, ils vont aller derrière le camion pour pouvoir le pousser. Et là ils font un truc qui est quand même vachement symbolique je pense, et qui n'a pas plu du coup à Hollywood et qui n'a pas plu du tout aux Américains, c'est que l'éléphant il chie pour pouvoir justement lâcher du poids dans le camion. Il chie littéralement sur les deux personnes, et pour moi c'est une allégorie, c'est un peu ce que ce film essaye de faire, c'est de critiquer la manière dont Hollywood aujourd'hui marche, la manière dont les surproductions hollywoodiennes font en sorte que on n'a plus du tout de place à l'auteur, on n'a plus du tout de place aux petits films. Et du coup, lui, il essaye justement à travers ce coup théâtral, parce que c'est vraiment un coup, on s'y attend pas du tout, il essaye vraiment de faire vivre quelque chose qui est quand même assez dégueulasse, on va le dire, où il y a toute cette merde qui tombe sur eux, et pour moi, vraiment, cette scène, elle sert pas à grand-chose dans le film, dans sa construction, parce qu'ils auraient très bien pu commencer le film sur cette scène d'ouverture d'orgie dans cette demeure complètement folle, mais non, ils ont commencé sur cette séquence
où on voit un éléphant qui chie, et vraiment pour moi c'est la métaphore du fait que Damien Chazelle il chie littéralement, je pense l'éléphant chie sur ces personnes, et je pense qu'il chie littéralement sur la manière que c'est fait aux États-Unis, maintenant à Hollywood, pour la production cinématographique. Ensuite, je vais vous parler de cette deuxième séquence qui est très marquante, qui est un plan séquence non-stop qui n'arrête pas dans l'orgie qui se passe dans cette demeure où on voit Brad Pitt, on voit Margot Robbie, on voit tous les personnages en fait principaux du film qui se réunissent dans cet endroit, qui se frôlent peut-être, qui ne se connaissent peut-être pas, mais qui font partie de ce monde complètement dingue, complètement fou, où on a ce plan séquence qui ne s'arrête pas en fait. On a vraiment cette impression de suivre la caméra, de passer partout, d'aller voir les personnes qui sont en train de danser, les personnes qui sont en train de se droguer, les personnes qui sont en train de mourir dans une pièce, il y en a d'autres qui sont en train de forniquer à droite à gauche, et on passe dans cette scène, mais du coq à l'âne à droite à gauche tout le temps, et on a ce plan qui je pense, me restera toujours hyper fort dans la mémoire, c'est ce plan qui au niveau du sol, où on recule avec la caméra, et après tout à coup ça s'envole, on voit toute la pièce, et là tout à coup la caméra elle redescend, et elle va chercher le trompettiste, qui lui aussi va être un personnage principal du film, le trompettiste, et on a ce gros plan sur la trompette en premier plan, avec lui en arrière-plan, qui tout avec la musique à fond, à fond, à fond, et on a ce plan qui montre en fait, qui décrit tout ce monde complètement frénétique, complètement fou, dans lequel en fait les acteurs et les figurants et les gens en fait de cette époque vivaient dans le monde du cinéma à l'époque. Et c'est hyper intéressant de voir en fait à travers ce plan toute la folie. Et on aura un autre exemple de ce type-là, c'est l'exemple en fait où ils sont en train de tourner pour la première fois avec Margot Robbie une séquence, et qu'on a ces mouvements de caméra qui vont de droite à gauche en fait, qui suivent une action, qui puissent suivre une autre action, et on a ces whoosh en fait dans la caméra qui partent, et qui montrent en fait plein de choses qui se passent simultanément au rythme de la musique. Et ça c'est quelque chose avec lequel Damien Chazelle est vraiment très fort. Avec La La Land, on l'avait déjà vu, avec ce plan entre piano et danse, où en fait on a ces panneaux de la caméra qui nous montrent vraiment deux actions, paf, et c'est vachement intéressant d'un point de vue technique déjà, et aussi d'un point de vue symbolique. Qu'est-ce que ça donne à ressentir aux spectateurs dans ces moments-là. Et dans cette scène d'ailleurs, on a toute cette alternance des plans qui passent entre Margot Robbie avec Brad Pitt qui est en train de boire, qui est en train d'essayer d'avoir une actrice au téléphone aussi en même temps, avec tous ces plans où on voit une bataille gigantesque médiévale qui est en train de se faire, et qui a des vrais blessés, des vrais gens qui meurent sur place et tout. On voit que tous les studios, comme il n'y avait pas de son qui se prenait à l'époque, il y avait du son de partout, il y avait du bruit, il y avait des cris, et il y avait toute cette ambiance sur le plateau qui était complètement folle, et on voit tout ça, en fait, tous ces plans alternés, en fait, qui passent de plan en plan en plan, ça amène à une apothéose, à un truc énorme, en fait, à la fin, un cliffhanger énorme, c'est que, paf, tout d'un coup, le coucher de soleil, paf, tout d'un coup, Brad Pitt qui se met dans les bras de la femme qui l'embrasse, et on a ces plans, tout d'un coup, le silence. On a tout d'un coup, ce parfait silence, ces quelques secondes où on est face à une caméra, et où les acteurs jouent, et que tout le monde se tait. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que chef-op et en tant que réalisateur, à chaque fois que je filme quelque chose qui est vraiment touchant, quelque chose qui est vraiment fort entre des acteurs, on a ce silence qui se fait sur le plateau qui est vraiment unique en son genre, parce que on ne peut pas le vivre au théâtre, on ne peut pas le vivre ailleurs, on peut le vivre qu'au cinéma, parce que c'est quand une caméra tourne, quand toute l'équipe, on est une quinzaine, vingtaine, peut-être une trentaine derrière la caméra, qu'on regarde cette scène, et qu'on retient notre souffle pour voir si ça va bien le faire, si ça va bien marcher, et qu'on regarde avec l'émotion, on regarde toute l'émotion qui se dégage de ces personnes qui sont en face de nous et qui jouent, et qu'on a ce silence parfait. C'est vraiment quelque chose pour moi qui, dans le film, on l'a ressenti, mais puissance 1000, puissance 10 000, parce que je ressentais, dans ces tournages qui montraient en live, je ressentais justement toute cette émotion que moi je ressens aussi sur un tournage de film. Ce qui me fait passer en fait au prochain point que je voulais aborder, c'est-à-dire celui où ce film, j'ai l'impression qu'il a été vraiment fait pour nous les créateurs, pour nous les personnes qui faisons face à ça tous les jours. C'est-à-dire quand on est un tournage, on fait face aux acteurs, on fait face aux intempéries, on fait face aux cascades, on fait face à tout ce qui est technique aussi. C'est-à-dire si une caméra elle tombe en panne, il faut aller en chercher une. Si par exemple on a une lumière qui casse, il faut remplacer l'ampoule, il faut aller en chercher une nouvelle. Et en fait, ce film est vraiment un hymne au cinéma, un hymne en fait à la création artistique qu'il y a derrière et à la création
totale qu'on a, parce qu'on a musique, son, décor, habillage, maquillage, on a tous les arts qui se mélangent dans le cinéma, et pour moi ce film vraiment il a réussi à me bouleverser de cette façon-là, parce que j'ai vraiment ressenti des choses en voyant ce film qui j'avais pas ressenti depuis longtemps, parce que justement aujourd'hui les films sont devenus beaucoup trop super-héros, beaucoup trop feu d'artifice, et du coup on n'a plus vraiment ce ressenti émotionnel qu'on avait à une certaine époque avec certains films. Après, je suis pas contre les films feux d'artifice. Par exemple, moi, j'adore Fast and Furious, j'adore Transformers, j'adore des films comme ça, qui sont là que pour l'action, qui sont là que pour faire plaisir aux gens qui regardent ces films, mais je pense qu'il faut pas qu'on oublie qu'on est là pour parler de quelque chose. On est là pour raconter une histoire. Et en tant que créateur, il faut pas qu'on oublie qu'on est là pour, peut-être pointer du doigt quelque chose. Dans la vie, dans la société, dans la politique ou quelque chose. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a un but à nos films. Si par exemple je réussis à faire pleurer quelqu'un devant mon film parce que je l'ai touché intérieurement, même si c'est une personne, j'ai réussi mon pari. Et c'est ça le but quand on raconte une histoire, quand on écrit un livre, quand on écrit une pièce, quand on fait un film, c'est de toucher les gens pour qu'il reste quelque chose derrière. Je pense que Babylone voulait aussi parler du fait qu'aujourd'hui on vit un bouleversement dans le cinéma depuis une quinzaine d'années, tel qu'on l'a vécu en fait en 1929 avec le cinéma parlant qui est arrivé. En 1929, il y a les premiers films parlants qui arrivent, donc on découvre la voix de certaines actrices et certains acteurs, et on se rend compte en fait que leur voix ne concorde pas avec leur jeu, et du coup beaucoup d'acteurs et d'actrices de cette époque ont tout perdu du jour au lendemain parce qu'en fait le public n'était pas prêt à entendre leur voix. Et surtout ils n'étaient pas habitués à jouer face caméra avec des vraies paroles, parce qu'à l'époque, tu pouvais dire n'importe quoi avec la bouche, personne n'allait vraiment lire de manière labiale ce que tu disais, et du coup tu pouvais t'amuser comme tu voulais, il n'y avait pas de son sur plateau, donc il y avait du son partout, il y avait tout le temps du bruit, et tout d'un coup, on a ce bouleversement qui arrive dans le cinéma avec le son, et il y a une scène très forte qui parle de ça, où on suit du début à la fin toute une séquence qui est filmée, qu'ils essaient de filmer en fait avec du son. Donc ça veut dire la femme doit arriver à une certaine marque, elle doit parler avec une certaine tonalité, une certaine hauteur, pour que le micro au-dessus ne casse pas, ou bien qu'elle soit sur la bonne marque, pour que le micro il prenne au bon endroit le bon son. Et surtout la caméra, à l'époque c'était de la pellicule, donc du coup quand la caméra elle tourne, elle fait énormément de bruit, donc du coup ils étaient dans un caisson anti-bruit, et donc du coup le caméraman avait extrêmement chaud dans ce caisson anti-bruit, et donc il y avait toutes ces choses qui se sont rajoutées en fait dans le dynamisme qu'il y avait à l'époque du cinéma, qui ont tout bouleversé. Ce qu'il veut mettre en abîme ici, Damien Chazelle, c'est que depuis 15 ans, on vit un bouleversement total dans le cinéma, avec le digital déjà et avec Internet. Aujourd'hui, on se retrouve face à une industrie du cinéma qui doit faire beaucoup tout le temps, parce que Internet existe, parce que Internet, il y a tout le temps des choses qui se font. Et Internet, par exemple, aujourd'hui, un vrai youtubeur, c'est une vidéo par jour. Et se dire que le cinéma doit suivre ça, c'est-à-dire que le cinéma comme Marvel, comme Disney, etc., il sort tout le temps des séries, il sort tout le temps des choses, même s'ils sont pas de haute qualité, ils se disent qu'ils sont obligés de sortir tout le temps des trucs, parce que sinon les gens perdent de l'intention à ces géants de l'industrie cinématographique. On vit aujourd'hui un bouleversement, nous, en tant que créateurs, tel qu'on l'a vécu en 1929. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus la même approche d'un film qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on savait qu'on avait besoin d'un exploitant, on avait besoin d'un producteur, on avait besoin d'un diffuseur, d'un distributeur pour faire nos films. Aujourd'hui, on a Internet, donc du coup, ça a tout bouleversé. Aujourd'hui, quand tu fais un film, tu peux te dire, écoute, je vais juste le sortir sur Vimeo ou sur YouTube, je vais essayer d'avoir des millions de vues, et peut-être que ça va me faire connaître, ou bien même sur TikTok, je vais sortir plein de vidéos marrantes, etc., pour me faire connaître, et du coup derrière j'aurai peut-être des financements grâce à des sponsors, etc. C'est un point qui est hyper intéressant à voir dans son film, parce qu'il fait un rapprochement entre l'époque, le bouleversement qu'ont vécu les gens à l'époque, et ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, même les acteurs aujourd'hui doivent être hyper connectés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un acteur n'a pas Instagram, n'a pas TikTok, n'a pas tous ces trucs-là, tous ces médias qui permettent en fait à se diffuser, il sera méconnu du public, et le public va pas vraiment faire attention à lui. C'est l'un des points qui sont vraiment très fort dans son film, c'est qu'il réussit à faire un va-et-vient entre ce que nous on vit aujourd'hui et ce que eux ils ont vécu à l'époque. Et ça, c'est un parallèle qu'il fait souvent dans son film, à travers plusieurs scènes assez iconiques dont je vais vous parler maintenant. La première scène dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment la scène du monologue de Brad Pitt au début du film, quand il parle avec ce nouvel assistant qu'il a, et qu'il essaye d'exposer le fait que le cinéma il doit bouger, que le cinéma doit se changer, qu'il doit aller ailleurs. Et ce même personnage qui fait ce monologue et qui à la fin tombe dans la piscine parce qu'il est complètement bourré, tout ça, et drogué, ce même personnage va se retrouver face
a justement son propre problème, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à évoluer avec son temps. Avec l'arrivée du cinéma parlant, il n'arrive pas à arriver au parlant comme les autres. On a juste cette position entre ce qu'un personnage veut, ce qu'un personnage dit haut et fort, il dit oui, il faut que ça évolue, il faut qu'il y ait quelque chose de gros qui change, et que justement, quand ce changement arrive, il n'est pas prêt. On a 3 autres scènes qui sont assez marquantes, qui font en fait un tout pour moi. C'est les 3 scènes de fin de Margot Robbie, de Brad Pitt et Diego Calva, qui en fait, à chaque fois dans le film, t'as l'impression que c'est la fin du film, et en fait Damien Chazelle te prend un revers et te dit eh ben non, c'est pas la fin, eh ben non, maintenant on va continuer l'histoire parce que maintenant on va raconter la fin de l'autre personnage. Dans ce film, à un moment, on a Brad Pitt qui vient d'être foudroyé par une de ses plus vieilles connaissances, une journaliste, qui lui dit que tout simplement, si on t'oublie aujourd'hui, ce n'est pas grave, parce que peut-être que dans l'avenir, des étudiants et des jeunes vont étudier les films dans lesquels tu as joué, donc tu vivras à jamais, et tu as la chance parce que pas beaucoup de monde ont cette chance-là de pouvoir être immortel à travers les images. Brad Pitt, à ce moment-là, il se rend compte de sa mortalité. Et c'est ça que je trouve qui est très poignant, c'est que ce personnage qui au début était très mesquin, était très égoïste, on l'aimait pas trop au début du film parce qu'on disait mais c'est juste un petit con, etc., qui se la pète et tout. Et là, en fait, petit à petit dans le film, on se rend compte de son humanité, on se rend compte de ses blessures, de sa profondeur. Et là, dans cette scène, tout d'un coup, on se rend compte qu'il a tout perdu. Et même lui, en fait, quand il revient à l'hôtel, il sait que pour lui c'est fini. Et on a cette scène, spoiler alert, on le suit dans la cage d'escalier. La caméra le suit, il rentre dans sa chambre. Et là, à travers juste la fente de la porte, donc on est dans le cadre, c'est-à-dire que là, on ne voit rien à part juste ses mouvements dans la salle de bain en arrière-plan, et on le voit juste prendre un flingue. Il passe derrière le mur, on le voit plus. Donc du coup, c'est vraiment champ dans le champ, et après on ne voit même plus le personnage, et là on entend juste un pan. On a le sang qui éclabousse sur le mur. Et pour moi, c'était la fin du film. Bien sûr, c'était pas la fin du film, parce que Damien Chazelle était en mode non, maintenant je vais raconter la fin de Margot Robbie. Au début du film, on a ces plans où elle est en train de se droguer avec Diego, et ils sont tous les deux en train de rêver sur le plateau, ils sont en train de rêver du fait qu'ils vont être acteurs, qu'ils vont peut-être réussir à percer, etc. Et à un moment, elle dit un truc, elle dit « Moi, de toute façon, le jour où je disparais, c'est que tout d'un coup, je pars, et personne, même ne se rendra compte que j'aurais disparu dans la nuit. » Et c'est exactement la fin qu'on a. On pense qu'elle va être sauvée par Diego, on pense qu'ils vont tous les deux s'échapper, qu'ils vont tous les deux enfin vivre une belle vie, qu'ils vont enfin partir de cette industrie qui est devenue beaucoup trop éloignée pour eux. Et on pense que ça va être une fin heureuse, et là tout d'un coup, quand Diego va chercher ses affaires dans son appartement, elle part en dansant, et on la voit avec ce plan magnifique, on la voit en train de partir, avec cette lumière qui tombe d'en haut, une cascade qui tombe d'en haut sur elle, et on la voit juste danser et disparaître petit à petit dans la nuit, comme elle avait dit au début du film. Et je trouve ça très très fort de la part de Damien Chazelle justement de faire 3 fins, c'est-à-dire 3 fins où en fait c'est pas une fin. Par exemple, même la fin de Diego, quand on pense qu'il s'est enfui, il a enfin réussi à s'enfuir, ce n'est pas une fin. À la fin, on le revoit 20 ans plus tard avec sa fille et sa femme, où ils vont rendre visite au studio de cinéma dans lequel il avait travaillé. Pour moi, c'est la conclusion de cette vidéo. On a cette fin qui est complètement folle niveau musical, niveau mise en scène, où on le voit dans le cinéma. Gros plan sur lui au cinéma. Et petit à petit, la caméra qui recule. Pendant qu'il regarde « I'm singing in the rain », on voit tous les visages des personnes, on voit leurs émotions, on voit ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Et je trouve ça, c'est puissant, parce que nous, en tant que cinéastes, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on veut, en fait, faire ressentir aux gens qui vont regarder nos films. Cette scène-là, on voit la caméra qui recule, on voit tous les gens qui sont en dessous, la caméra redescend, on voit les gens qui regardent le film, puis après elle remonte, et après on refait un gros plan sur Diego, qui est en train de regarder le film. Et là, on a un montage alterné, complètement dingue, où on voit tous les films de toutes les époques qui se suivent les uns après les autres, et on a un crescendo, une multiplication en fait de plein d'images, de couleurs, etc., de sons, de musique, etc., qui sont hyper prenantes, et on a tout, on a ce son, et on est pris dans le son, et là c'est la fin du film. Avec cette fin de film, je pense que Damien Chazelle a vraiment fait l'apothéose. Il a fait le temple du cinéma à travers ce film, tous les points forts, toutes les faiblesses aussi du cinéma. Je pense qu'à travers ce film, il a vraiment essayé de faire un héritage, de faire un témoignage de la beauté du cinéma, de ce que le cinéma est en son cœur. C'est-à-dire, comme n'importe quelle œuvre qu'un artiste fait, on essaye de raconter une histoire, et on essaye
de toucher au plus profond les personnes qui regardent ce film. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre petit frame by frame. Sur ce, je vous dis bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, ça fait toujours plaisir. À bientôt.